se souviennent de m'avoir aimé. Les chiens de la basse-cour et les arbres du petit bois s'en souviennent aussi. Mais Camille ne s'en souvient pas. Et toi, Rosette, à quand le mariage? Ne parlons plus de cela, voulez-vous? Parlons plutôt du temps qu'il fait, ou de ces fleurs que voilà, de vos chevaux et de mes bonnets. De tout ce que tu voudras, de tout ce qui pourra passer sur tes lèvres, sans leur ôter ce sourire céleste que je respecte plus que ma vie. Vous respectez mon sourire, mais vous ne respectez guère mes lèvres, à ce qu'il me semble. Regardez donc. Voyez une goutte de pluie qui me tombe sur la main. Et cependant, le ciel est pur. Pardonne-moi. Qu'ai-je fait pour que vous pleuriez ainsi? Seigneur, j'ai une chose singulière à vous dire. Tout à l'heure, j'étais par hasard dans l'office, je veux dire dans la galerie. Qu'aurais-je été faire dans l'office? J'étais donc dans la galerie. J'avais trouvé par accident une bouteille, je veux dire une carafe d'eau. Comment aurais-je trouvé une bouteille dans la galerie? J'étais donc en train de boire un coup de vin pour passer le temps et je regardais par la fenêtre entre deux vases de fleurs qui me paraissaient d'un goût moderne, bien qu'ils soient imités de l'étrusque. Quelle insupportable manière de parler vous avez adoptée, Blasius. Vos discours sont inexplicables. Et écoutez-moi, Seigneur, prêtez-moi un moment d'attention. Je regardais donc par la fenêtre, tandis que je buvais un coup de vin, un verre d'eau pour chasser la digestion tardive. Imaginez que j'ai vu passer sous la fenêtre Dame Pluche hors d'haleine. Pourquoi hors d'haleine, Blasius? Ceci est insolite. Et à côté d'elle, rouge de colère, votre nièce Camille. Mais qui était rouge de colère? Ma nièce ou Dame Pluche? Votre nièce, Seigneur. Ma nièce rouge de colère? Cela est inouï. Je ne puis rien affirmer là-dessus. Cela se peut. Mais elle s'écriait avec force. Allez-y! Prenez-le! Faites ce qu'on vous dit! Vous êtes une sotte! Je le veux! Et elle frappait avec son éventail sur le coude de Dame Pluche, qui faisait des soubresauts dans la luzerne à chaque exclamation. Dans la luzerne? Et que répondait la gouvernante aux extravagances de ma nièce? La gouvernante répondait: je ne veux pas y aller. Je ne l'ai pas trouvé. Il fait la cour aux filles du village, à des gardeuses de dindons. Et tout en parlant, elle froissait entre ses mains un petit papier plié en quatre. Je n'y comprends rien. Quelle raison pouvait avoir Dame Pluche pour froisser un papier plié en quatre tout en faisant des soubresauts dans une luzerne? Ne comprenez-vous pas clairement, Seigneur, ce que cela signifiait? Non, en vérité non, mon ami. Je n'y comprends absolument rien. Tout cela me paraît une conduite désordonnée. Il est vrai, mais sans motif, comme sans excuse. Cela veut dire que votre nièce a une correspondance secrète? Que dites-vous? Mais songez donc, mon ami, que cela est impossible. Et à qui était adressée cette lettre? À qui était adressée cette lettre? À un homme qui fait la cour à une gardeuse de dindons. Oh, ciel. Ma nièce m'a annoncé ce matin même qu'elle refusait son cousin Perdican. Aimerait-elle un quart d'heure de dindon? Passons dans mon cabinet. Trouvez-vous à midi à la petite fontaine? Que veut dire cela? Tant de froideur, un refus si positif, si cruel, un orgueil si insensible, et un rendez-vous par-dessus tout. Est-ce une coquetterie? Ce matin, en me promenant avec Rosette, j'ai cru entendre remuer dans les broussailles. Il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue? Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser, le voilà. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonne amitié. Asseyez-vous là et causons. Avais-je fait un rêve ou en fais-je un autre en ce moment? Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas?
Je suis d'humeur changeante, mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons nos bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Cependant, je serais bien à l'aise de vous consulter. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes, et vous avez dû apprendre beaucoup en peu de temps, avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Pourquoi cela? Répondez-moi, je vous prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant? Le savez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? Elles sont allées au bon l'assemblée? Il doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Tu es une drôle. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Tu es une drôle de fille. Répondez-moi, je vous prie. Ma foi, je n'en sais rien. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une femme? Il y en a certainement. Est-ce un de vos amis? Je n'ai- Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une seule fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Me fais-tu réciter une litanie ou récites-tu toi-même un catéchisme? Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur ami? Je vous estime beaucoup et je vous crois, par votre éducation et par votre nature, supérieure à beaucoup d'autres hommes. Je suis fâchée que vous ne vous souveniez plus de ce que je vous demande. Peut-être en vous connaissant mieux, je m'enhardirai. Où veux-tu en venir? Parle, je répondrai. Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non? Je ferais donc mieux de vous épouser? Oui. Que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? Tu prendras un amant? Que ferai-je ensuite? Le jour où mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre? Et combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris, et alors les miens seront blancs. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres perdicants? J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée. Elle a aimé un autre homme et elle se meurt de désespoir. Cela est possible? Nous habitons la même cellule et j'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, c'était moi que je voyais agir tandis qu'elle parlait. Quand elle disait « là, j'ai été heureuse », mon cœur bondissait. Et quand elle ajoutait « là, j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Mais figurez-vous quelque chose de plus singulier encore. J'avais fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions, de retours sur moi-même tout cela est venu. Ce que je voulais vous raconter, comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. Ma ressemblance à moi? Oui, cela était naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Perdicant. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans, pourquoi? Continue, continue, j'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. La plupart d'entre elles ne connaîtront jamais la vie et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du couvent comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans nos dortoirs et tous les jours, il en vient de nouvelles prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Les étrangers qui nous visitent admirent le calme et l'ordre de la maison. Ils regardent attentivement la blancheur de nos voiles. Ils se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes, Perdicant? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillent de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne soyez pas Perdicant. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu et je pars demain.
Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà couru près de moi, avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses, et vous n'en savez plus le nom. Vous faites votre devoir de jeune homme, et vous souriez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé? Que tu es belle lorsque tes yeux s'animent. Ah oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour couvrir les boudoirs. En vérité, tu es en colère. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Oh, Perdican, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant, je te laisse dire et j'ai bien envie de te répondre à un mot. Il y a 200 femmes dans ton couvent. Et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre. Et tu te serres contre ces corps décharnés, dans une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elles pleurent, celui qu'elles maudissent en criant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé, pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris? Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui ne te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'ossie qu'on leur présente? Vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que des nonnes, malheureuses filles? Elles qui te représentent l'amour comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime, qu'elles font devenir chuchoter une vierge des paroles de femme? Ah! Comme j'avais prévu cela. Comme... Contexte. Quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante, tu as voulu partir sans me serrer la main. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon. Lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir dans l'herbe où nous voilà. Eh bien, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont montré le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné l'esprit, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, faux, inconstants, bavards, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, curieuses, vaniteuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où rampent et se tordent les phoques les plus informes. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres, si imparfaits, si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent triste, souvent malheureux. Mais on aime. Et que lorsqu'on est sur le bord de la tombe, et qu'on se retourne pour regarder en arrière, on se dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais c'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. Indépendamment de votre ivrognerie, vous êtes un bélître, maître Blasius. Mais valez vous voir entrer furtivement dans l'office et quand vous êtes convaincu d'avoir volé mes bouteilles de la manière la plus pitoyable, vous croyez vous justifier en accusant ma nièce d'avoir une correspondance secrète. Mais monseigneur, veuillez vous rappeler. Sortez, monsieur l'abbé, et ne reparaissez jamais devant moi. Je voudrais bien savoir si je suis amoureux. D'un côté, cette manière d'interroger est tant soit peu cavalière pour une fille de 18 ans. D'un autre, les idées que ces nonnes lui ont fourrées dans la tête auront de la peine à se corriger. De plus, elle doit partir aujourd'hui. Diable, je l'aime, cela est sûr. Après tout, qui sait? Peut-être récitait-elle une leçon. Et d'ailleurs,
il est clair qu'elle ne se soucie pas de moi. D'autre part, elle a beau être jolie, cela n'empêche qu'elle a des manières beaucoup trop décidées et un ton trop brusque. Je n'ai qu'à n'y plus penser. Il est clair que je n'aime pas. Il est certain qu'elle est jolie. Mais pourquoi cette conversation d'hier ne veut-elle pas me sortir de la tête? En réalité, j'ai passé la nuit à radoter. Où vais-je donc? Ah, je vais au village. Que font-ils maintenant? Hélas, voilà midi. Ils sont à table. Que mangent-ils? Que ne mangent-ils pas? J'ai vu la cuisinière traverser le village avec un énorme dindon. L'aide portait les truffes avec un panier de raisins. Oh, disgrâce imprévue! Me voilà chassé du château! Par conséquent de la salle à manger! Je ne boirai plus le vin de l'office! Je ne verrai plus fumer les plats. Je ne chaufferai plus au feu de la noble cheminée mon ventre copieux. Pourquoi une fatale curiosité m'a-t-elle poussé à écouter le discours de Dame Bluche et de la nièce? Pourquoi ai-je rapporté au baron tout ce que j'ai vu? Pourquoi, en vain orgueil, m'a-t-il éloigné de ce dîner honorable où j'étais si bien accueilli que m'emporter d'être à droite ou à gauche? Et hélas, j'étais gris, il faut en convenir lorsque j'ai fait cette folie. Hélas, le vent m'avait monté à la tête quand j'ai commis cette imprudence. Il me semble que voilà le curé. C'est le gouverneur en personne. Ah, monsieur le curé, que faites-vous là? Je m'en vais dîner, n'y venez-vous pas? Pas aujourd'hui. Et hélas, maître Briden, intercédez pour moi. Le baron m'a chassé. J'ai accusé faussement mademoiselle Camille d'avoir une correspondance secrète. Et cependant, Dieu m'est témoin que j'ai vu ou que j'ai cru voir Dame Bluche dans la luzerne. Je suis perdu, monsieur le curé. Que m'apprenez-vous là? Hélas, la vérité, je suis en disgrâce complète pour avoir volé une bouteille. Que parlez-vous, messire? De bouteilles volées? À propos d'une correspondance? Je vous supplie de plaider ma cause. Je suis honnête, Seigneur Briden. Oh, digne Seigneur, je suis votre serviteur. Oh, fortune! Est-ce un rêve? Je serai donc assis sur toi, ô chaise bienheureuse. Je vous serai reconnaissant d'écouter mon histoire et de bien vouloir m'excuser. Mon brave Seigneur, cher curé. Hélas, cela m'est impossible. Il est midi sonné et je m'en vais dîner. Si le baron se plaint de vous, c'est votre affaire. Et puis, je n'intercède point pour un ivrogne. Vite, volons à la grille, et toi mon ventre, arrondis-toi. Misérable pluche, c'est toi qui payeras pour tout. Oui, c'est toi qui es la cause de ma ruine. Femme éhontée, vilaine entremetteuse. Je suis perdu si je ne saisis une lettre et si je ne prouve au baron que sa nièce a une correspondance secrète. Je l'ai vu ce matin écrire à son bureau. Pluche, donnez-moi cette lettre. Que signifie donc cela? C'est une lettre de ma maîtresse que je vais mettre à la poste du village. Donnez-la moi ou vous êtes mort. Moi? Morte! Marie Jésus Vierge partie! Oui, mort, Pluche. Donnez-moi ce papier. Que faites-vous, Blasus?
Pourquoi violentez-vous cette femme? Rendez-moi la lettre, il me l'a prise, Seigneur. Justice! C'est une autre méthode, Seigneur. Cette lettre est un billet doux. C'est une lettre de Camille, Seigneur. De votre fiancé. Donnez-moi cette lettre. Je n'y comprends rien, mais en qualité de fiancé de Camille, je m'arroge le droit de la lire. À la sœur Louise au couvent. Retirez-vous d'Elpluche. Vous êtes une digne femme. Et maître Blasus est un sot. Allez dîner. Je me charge de mettre cette lettre à la poste. Que peut dire Camille à cette sœur? Suis-je donc amoureux? Quel empire a donc pris sur moi cette singulière femme, pour que les 3 mots écrits sur cette adresse me fassent trembler la main? Cela est singulier. Blasus, en se débattant avec Dame Pluche, a fait sauter le cachet. Est-ce un crime de rompre le pli? Bon, je n'y changerai rien. Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. C'est une terrible chose, mais ce pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur. Il ne se remettra pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduit au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je y faire? Nous nous reverrons demain et pour toujours. Tout à vous du meilleur de mon âme, Camille. Est-il possible? Camille écrit cela? Moi, au désespoir de son refus? Quel intérêt peut-elle avoir à inventer un roman pareil? On avait décidé que Camille reverrait son cousin, que l'on lui voudrait le faire épouser, qu'elle refuserait et que le cousin serait désolé. Non, non, Camille, je ne t'aime pas. Et tu le sauras. Oui, oui, tu sauras avant de partir d'ici que j'en aime une autre. Voilà, bravo! Oui, monseigneur. Allez au château et dites aux cuisines que l'on envoie un valet porter à mademoiselle Camille le billet que voici. Oui, monseigneur. Maintenant à l'autre. Rosette, oh Rosette! C'est vous, monseigneur? Entrez, ma mariée. Mets ton plus beau bonnet, Rosette, et viens avec moi. Où donc? Je te le dirai. Demande la permission à ta mère. Mais dépêche-toi. Oui, monseigneur. J'ai demandé un autre rendez-vous à Camille, et je suis sûr qu'elle y viendra. Mais par le ciel, elle n'y trouvera pas ce qu'elle comptera trouver. Je vais faire la cour à Rosette, devant Camille elle-même. Et mademoiselle, je vais au château porter une lettre pour vous. Faut-il que je vous la donne ou que je la remette à la cuisine comme me l'a dit le seigneur Perdican? Donne-la-moi. Perdican me demande de lui dire adieu avant de partir, près de la petite fontaine où je l'ai fait venir hier. Que peut-il avoir à me dire? Voilà Perdican qui approche avec Rosette, ma sœur de lait. Je suppose qu'il va la quitter. Que veut dire cela? Il la fait asseoir près de lui. Je t'aime, Rosette. Toi seul au monde. Tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Donne-moi ton cœur, cher enfant. Voilà le gage de notre amour. Vous me donnez votre chaîne d'or? Regarde à présent cette bague. C'était une bague que m'avait donnée Camille. Il vient de jeter ma bague dans l'eau. Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute. Je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? Tu ne veux pas te faire religieuse. Te voilà, belle et jeune au bras d'un jeune homme. Oh, Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je pourrais. Oui, comme tu pourras. Et tu m'aimeras mieux, tout docteur que je suis, et toute paysanne que tu es, que c'est pas le statut fabriqué par les nonnes, qui ont la tête à la place du cœur, et qui sortent des cloîtres pour répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Comme vous me parlez, monseigneur. Tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que disent ces bois et ces rivières.
toute cette nature splendide de jeunesse. Je reconnais tous ses frères, et moi pour l'un d'entre eux. Lève-toi, tu seras ma femme, et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Il a pris ma lettre, c'est beau. Oui, mon enfant, il s'est chargé de la mettre à la poste. Allez au salon d'Alpuche et fais-moi le plaisir de dire à Perdican que je l'attends ici. Il a pris ma lettre, cela est certain. Sa scène du bois est une vengeance, tout comme son amour pour Rosette. Il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre que moi et jouer l'indifférent malgré son dépit. Est-ce qu'il m'aimerait par hasard? Es-tu là, Rosette? Oui, puis-je entrer? Mon enfant, le seigneur Perdican ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Que penses-tu de ce qu'il t'a dit ce matin? Ce matin? Où donc? Ne fais pas l'hypocrite. Ce matin à la fontaine dans le petit bois. Vous m'avez donc vu? Pauvre innocente. Non, je ne t'ai pas vue. Il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas? Gageons qu'il a promis de t'épouser. Comment le savez-vous? Qu'importe comment je le sais. Crois-tu en ses promesses, Rosette? Comment n'y croirais-je pas? Pourquoi me tromperais-tu donc? Pourquoi faire? Perdican ne t'épousera pas, mon enfant. Hélas, je n'en sais rien. Tu l'aimes. Oh, pauvre fille. Il ne t'épousera pas. Et la preuve, je vais te la donner. Rentre derrière ce rideau. Tu n'auras qu'à prêter l'oreille et à venir lorsque je t'appellerai. La pauvre fille, elle a le cœur pris. Bonjour cousin, vous vouliez me dire quelque chose? Je n'ai rien à vous dire qu'un adieu, Camille. Je croyais que vous partiez, cependant votre cheval est à l'écurie. Vous m'avez proposé d'aller au village tout à l'heure. Allons-y, je veux bien. Cela est singulier. Vous n'avez plus au doigt la bague que je vous avais donnée. Je l'ai perdue. C'est pour cela que je l'ai retrouvée. Tenez Perdican, la voilà. Est-ce possible? Tu as retiré cette bague de l'eau au risque de te précipiter? Est-ce un songe? La voilà. Ah. Oh, tu me la mets au doigt. Ah Camille, pourquoi me la rends-tu? Ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus. Parle, coquette et imprudente fille. Pourquoi pars-tu? Pourquoi restes-tu? Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdican?